Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour Sonia Mabrouk. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes député socialiste de l'Essonne, porte-parole du parti et secrétaire national à la laïcité. Tout d'abord, Monsieur Guedj, ce sont des photos, des visages qui symbolisent d'abord et avant tout l'amour, l'innocence, mais aussi l'horreur dont est capable le Hamas. Les enfants Bibas et leur mère sont dans tous les esprits en Israël et bien au-delà, alors que le Hamas s'apprête dans quelques instants à rendre leurs dépouilles d'abord à la Croix-Rouge et puis à Israël. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin ? Évidemment, une infinie tristesse, un effroi, parce que ces visages-là sont ceux qui incarnent le plus terriblement la barbarie du 7 octobre. Et moi, je suis désespéré. On avait un espoir jusqu'au bout, et malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et puis, il y a de la colère aussi. Il y a de la colère parce que j'ai le souvenir des gens qui arrachaient les affiches de Kfir, qui étaient collées dans les rues de Paris, que j'ai collées pour certaines d'entre elles dans les rues de Paris, parce qu'il y avait l'idée de ne jamais oublier le fait générateur. Ce qu'il y a de plus terrible dans la période, c'est qu'une info en chassant une autre, une fake news en chassant une autre, on en arrive à oublier l'origine du mal. L'origine du mal, c'est l'attaque du 7 octobre. C'est la barbarie qui a fait qu'on a pu prendre en otage un enfant de 9 mois. C'était l'otage le plus jeune de l'histoire de ces dernières années. Alors, rien que le mot, l'expression bébé otage, c'est aberrant. Donc, mais qui oublie Qui oublie? Parce qu'il y a une réaction qui a suscité la polémique sur X, celle de la députée LFI Ercilia Soudé, qui a écrit que Chiri, Ariel et Kfir reposent en paix, loin de la haine et des récupérations politiques. Celle-là même qui s'est sentie harcelée, ce sont ses mots, par la photo du petit Bibas quand elle avait été affichée sur la porte de son bureau. De quoi sa réaction est-elle le symbole ? Écoutez, j'ai pas envie de commenter ces déclarations. Et pourtant, c'est une députée de la nation. Je méprise ce type d'instrumentalisation à l'envers, comme je méprise le message que j'ai vu hier de Rima Hassan expliquant, comme si elle avait besoin d'une forme de justification, de dire que les enfants et Ariel, Kfir et leur mère Chiri sont morts sous les bombes israéliennes au mois de novembre 2023. Et alors ? Ça aussi, c'est pour faire oublier que, au départ, c'est parce qu'ils ont été arrachés au kibbutz de Nir Oz, où je m'étais rendu quelques semaines après, et que tout ça participe de ce mouvement de relativisation, de contextualisation, et donc d'édulcoration à la fin. On sent du dégoût, de la colère et beaucoup d'émotions dans vos propos. Mais évidemment, parce que l'humanité commune qu'on peut avoir, elle commence d'abord par la compassion, par la tristesse, et dès le 7 octobre, et c'est ça qui a manqué à ce moment-là. Après, on peut légitimement aussi être effrayé par les milliers, les dizaines de milliers de morts palestiniens, y compris aussi des enfants, et je les pleure de la même manière. Mais il y a eu d'emblée, chez certains, le choix délibéré de minorer tout cela et de l'inscrire. C'était la position initiale, notamment de la France insoumise, de dire tout ça, d'une certaine manière, ils l'ont bien cherché. Et ce n'est pas la manière d'appréhender ce qui devrait tous nous animer, à savoir la recherche d'une solution qui va devenir impossible pour les décennies qui viennent politiquement. Solution dans cette zone-là, mais aussi en Ukraine et plus largement, Jérôme Guedj, sur le plan international. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Les Américains assis à la même table que les Russes pour discuter de l'Ukraine et de la sécurité européenne sans les Européens, totalement effacés. Pendant ce temps, Emmanuel Macron va revenir tout à l'heure à 11h, les différents représentants des partis politiques pour parler sécurité européenne. Il y aura aussi un débat que vous avez demandé au Parlement. Sans vote. Alors dites-nous, pendant que les Français débattent et parlent, les Américains agissent ? On est dans un bouleversement, un changement de paradigme total qui nous laisse dans un état de sidération. Et avec là aussi... Pourquoi la sidération ? Qu'est-ce qui est étonnant ? Donald Trump avait dit qu'il est en train de faire... Mais ça faisait partie de l'effroi que nous pouvions avoir. Et on avait d'une certaine manière l'espérance que c'était des arguments de campagne et que les choses ne se passeraient pas de manière aussi brutale. Vous avez vu hier le message de Donald Trump relatif à Vladimir Zelensky. Il l'a accusé d'être responsable du déclenchement de la guerre et l'a traité de dictateur sans élection et autres amabilités dans ce genre. Mais vous vous rendez compte de l'inversion accusatoire que ça signifie ? C'est-à-dire que l'agressé, d'une certaine manière, devient l'agresseur, celui qu'on évince, celui qu'on éloigne de la table de négociation. Et au-delà de l'aspect formel, le message qui est envoyé, c'est-à-dire une relégitimation de Vladimir Poutine, une négociation bilatérale qui s'engage avec lui et qui admet d'emblée la possibilité
d'entériner les bougées de frontières en Ukraine, c'est-à-dire la guerre. Si l'Europe est effacée, la faute à qui? À l'Europe ou à M. Trump? Non, mais d'abord, c'est le renversement de ce qui fonctionnait en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire une alliance stratégique avec les États-Unis. Et donc, ce à quoi nous ne sommes pas préparés, c'est une responsabilité collective de l'ensemble des Européens, mais qui ne pouvaient pas imaginer la rapidité avec laquelle un gouvernement isolationniste américain pouvait d'un coup dire « maintenant, débrouillez-vous ». Vos histoires ne me concernent pas. La sécurité européenne, celle-là même pour laquelle des GI américains sont morts sur le sol européen pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ceci, on le balaye du revers de la main. Et maintenant, on se concentre sur d'autres endroits, la relation stratégique, le conflit commercial, mais peut-être un jour aussi militaire avec la Chine. Et donc, ça renvoie les Européens à leurs responsabilités. Et c'est là qu'on a une difficulté, parce que le changement de braquet, la mesure de ce bouleversement n'est pas prise à l'échelle européenne. Et la France, à l'intérieur de cette Union européenne ou de cette coalition européenne, elle est tout aussi démunie que l'ensemble des partenaires. Donc le président de la République, il réunit, il s'agite d'une certaine manière. C'est de bonne guerre. Moi, je lui jette pas la pierre. Nous devons collectivement, parce que demain, le défi qui va être posé très concrètement, on va remettre en question des frontières européennes par la violence. Ça veut dire demain... Vous débattez sans vote. Franchement, c'est abyssal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Déjà, associer les parlementaires. Vous l'avez redit, nous avons demandé, nous, députés socialistes, qu'à minima, ça aura lieu le 3 mars prochain, nous soyons saisis de ce débat. Nous avions demandé aussi, le président le fait tout à l'heure, que soient informés les présidents des partis ou des groupes parlementaires sur l'état de la situation, parce que le débat, il va vite nous revenir. Si demain, il y a un accord, est-ce qu'on entérine, est-ce qu'on accepte, même si formellement on n'est pas autour de la table de négociation, cette remise en question des frontières? Parce qu'on va nous dire, oui, mais c'est au nom de la paix. Mais ça veut donc dire, que l'annexion du Donbass, l'annexion de la Crimée, qui était déjà presque acquise, par la force, demain, on crée donc un précédent. J'entends le sujet demain, sur les frontières, les frontières des pays baltes. Ce serait la fin de la guerre aussi. Oui, mais donc ça veut dire qu'on accepte... Pour les familles, pour les morts, pour le souvenir, pour leur mémoire. Évidemment que c'est insupportable, mais le premier des respects, c'est de dire, c'est de se projeter dans l'avenir. C'est un petit Munich qui est en train, que dis-je, c'est un gros Munich qui est en train de se préparer. C'est-à-dire quelque chose de comparable à l'inertie des démocraties européennes, quand Hitler, d'annexion en annexion sur le continent européen, les autres disaient oui, mais on va sauvegarder la paix. La comparaison avec Hitler est-elle vraiment bienvenue, Monsieur Gage? Non, mais j'assume, c'est une comparaison géopolitique. On ne garantit jamais la paix en cédant devant ceux qui usent de la violence pour modifier les frontières territoriales. Et pendant ce temps, si je puis dire en France, on est traversé par d'autres débats. Dans quelques instants, nous allons parler des retraites. Mais tout d'abord, une question sur Monsieur Richard Ferrand. Est-ce que vous pensez vraiment, Monsieur Gage, que Richard Ferrand peut dire ce matin merci à Marine Le Pen? Incontestablement. Qu'il y aurait eu un deal? Je ne sais pas s'il y a eu un deal, mais en tous les cas, les conditions et la lecture en est faite. On va avoir un président du Conseil constitutionnel, qui est une institution essentielle pour garantir le fameux état de droit, qui est l'illustration même de l'existence d'un état de droit, qui est fragilisé par les conditions. Rendez-vous compte, on a un président du Conseil constitutionnel... Il est illégitime, selon vous? La procédure a été... légale et donc légitime. Mais il y a un problème de légitimité politique. C'était donc déjà un questionnement qu'on posait en amont, en disant, vous savez, nous, on apprécie sur la base de 3 critères, l'indépendance, l'expérience et la compétence. Et sur ces 3 questions, on pouvait légitimement avoir des interrogations. Mais même aujourd'hui, les conditions de sa nomination le fragilise et fragilise l'institution au moment où elle va jouer un rôle crucial dans les années à venir. Et moi, je le dis sans embâche, sans catastrophisme, mais demain, si on a des remises en cause de l'état de droit, notamment par une modification de la Constitution sur la base du fameux article 11, c'est-à-dire d'un référendum pour changer la Constitution, pour permettre de revenir sur un certain nombre de principes fondamentaux de notre République, alors on aura la confrontation entre Marine Le Pen, si elle est élue présidente de la République, et ce Conseil constitutionnel qui d'emblée aura été fragilisé avec un président élu à une voix et un président élu avec, sinon la complaisance, du moins la facilitation offerte par le Rassemblement national. Et les sujets auxquels vous faites référence notamment, pour les référendums sur l'immigration, à ce sujet, sans surprise, la motion de censure défendue hier par le Parti socialiste a fait pchit. Une motion de censure, rappelons-le, déposée en réaction aux déclarations du Premier ministre sur le sentiment de submersion migratoire. Bon,
Certains se disent une motion de censure surtout pour faire oublier que vous n'avez pas voté la censure sur le budget et que de fait, vous n'êtes plus dans l'opposition. Non, nous sommes clairement dans l'opposition, nous l'avons toujours dit. Ce n'est pas parce que nous avons sincèrement joué le jeu d'une négociation pour atténuer les mauvais effets du budget initial de Michel Barnier. Et moi, j'ai mouillé la chemise dans cette négociation et je n'ai pas la négociation honteuse. Voilà. Simplement, nous avons toujours dit que nous sommes dans l'opposition. Et notamment, à chaque fois qu'il y aura des transgressions, que ce soit dans les paroles ou demain dans les actes, dire à François Bayrou... Vous avez dit extrême droitisation du débat parce qu'il y a le mot submersion. Vous contestez donc, M. Gage, les chiffres sur l'immigration? Non, moi je conteste aucun chiffre. Je dis juste que ce n'est pas la manière d'appréhender le débat. Qu'est-ce que vous auriez dit alors? Parce que les chiffres sont factuels. Si on dit 300 000 titres de séjour délivrés sur une année, on y ajoute les demandes d'asile, environ 160 000 et au total quasiment la ville de Toulouse, pour être factuel. Comment vous qualifiez vague, vaguelette, submersion? Mais à l'inverse, si le débat, et moi, l'immigration, c'est une politique publique qui doit être évaluée, adaptée, comme toutes les politiques publiques. Et si possible, en le dépassionnant. Est-ce que, dans le débat public, nous sommes à dire que nous voulons l'immigration zéro dans notre pays? Qui le dit? Alors, le Rassemblement national entretient cette fiction-là. Mais donc, concrètement, dans le même temps, vous avez des chefs d'entreprise, petites et grandes, qui disent « nous avons des besoins de main-d'œuvre ». Aujourd'hui, à l'hôpital, si vous n'avez pas les médecins étrangers qui vous accueillent dans les urgences, il n'y a plus de fonctionnement du système hospitalier. Un député socialiste veut que certains patrons, parce qu'on ne les met pas tous évidemment dans le même sac, accueillent plus d'immigrés pour que les salaires baissent et qu'il y ait un lumpenprolétariat demain. Mais pourquoi on est... c'est étonnant de votre part. Non, je veux dire, on peut faire les deux, c'est-à-dire accueillir dignement sur des besoins, notamment de main-d'œuvre, accueillir aussi dignement sur un certain nombre de principes qui sont ceux du regroupement familial, qui sont aussi partie prenante de l'identité républicaine de ce pays, et accueillir évidemment au titre de l'asile. Mais dans les trois cas, moi je ne suis pas un sans-frontiériste, je ne suis pas pour l'ouverture des frontières. Il y a des règles, il faut les exécuter. Mais le piège de ce débat-là, c'est qu'il n'est pas destiné à l'efficacité de la politique d'immigration. Alors, pour un référendum. Donnons la parole aux Français qu'ils décident. Je ne suis pas convaincu que, d'abord, avant de faire un référendum, il faut appliquer les lois sur l'immigration qui existent aujourd'hui et pas être dans la course à l'échalote et dans la surenchère telle qu'on nous la propose. Moi, je ne refuse aucun débat. La question de l'immigration, elle préoccupe nos concitoyens et moi, je n'ai aucune hésitation à avoir cette discussion. Et c'est moins la question de l'immigration qui préoccupe nos concitoyens que la manière dont nous sommes capables d'intégrer ces immigrés. Et là, oui, nous avons, gauche et droite, collectivement failli ces 30 dernières années. Et le changement de braquet et l'énergie, je préférerais qu'on la mette sur les enjeux de l'immigration, du logement, de l'accès au travail, de l'école, de l'éducation, de la maîtrise des valeurs de la République. Tous ces sujets-là, nous pouvons les avoir dans le débat. Auriez-vous préféré un référendum, certainement d'ailleurs sur les retraites, plutôt que sur l'immigration? À ce sujet, la Cour des comptes doit rendre tout à l'heure, là, dans quelques instants, le diagnostic demandé par François Bayrou sur l'état financier de notre système de retraite. Sur cette base, eh bien, des discussions vont s'ouvrir et se poursuivre, et peut-être certaines modifications. Est-ce que vous pouvez dire ce matin que vous ne contesterez pas le diagnostic tel qu'il va être rendu par la Cour des comptes? Nous n'avons jamais contesté pendant le débat sur les retraites, où là aussi j'ai participé activement. Nous avions une position qui consistait à dire qu'il y a un déficit du régime de retraite qui est attendu pour les années à venir, parce que la démographie est assez tonitruante, évidemment. Simplement, il est à la fois temporaire, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à 2050 environ, et il est limité en termes de déficit budgétaire. Et que la réponse qui était apportée, qui était de dire on allonge mécaniquement de 2 ans la durée le report de l'âge légal, sans examiner les alternatives qui étaient possibles. Moi, je préférais qu'on parle du taux d'emploi des seniors. Vous savez que si le taux d'emploi des seniors était comparable à celui de l'Allemagne, si les entreprises ne mettaient pas dehors, passé 55 ans, les seniors, c'est-à-dire si elles avaient fait l'effort d'adapter leur formation, etc., il n'y aurait pas... Oui, sauf qu'il y a un décalage. Donc les chiffres, je ne les contesterai jamais. C'est les réponses qui sont apportées en face. Et vous voyez, vous parliez des négociations qu'on a pu avoir avec François Bayrou. Ça, c'est un des effets. Le fait d'avoir négocié avec lui, c'est de remettre sur la pile du débat politique la question de la réforme des retraites. Et aujourd'hui, les partenaires sociaux, sur la base de ce diagnostic financier, doivent nous faire des propositions. Et à la fin, nous le rappelons à François Bayrou, qui hier a globalement été assez irrespectueux face aux socialistes qui s'opposaient à lui, dans une approche très désinvolte, très méprisante à leur endroit. Je le dis, au moment de la réforme des retraites, si le Parlement n'a pas le dernier mot
pour justement tirer les conséquences du conclave, alors il s'exposera à nouveau à notre opposition. Il nous reste peu de temps. Une question d'actualité et une autre question rapidement, s'il vous plaît, même si le sujet est très important, parce qu'au Sénat, il y a une proposition de loi pour interdire les signes religieux en compétition sportive, une proposition de loi qui donne les moyens aux autorités de sanctionner les manquements. Pourquoi, je l'ai vu sur X, vous dénoncez une telle proposition ? Parce que ce n'est pas la bonne manière d'aborder le sujet. Vous savez, c'est le 120e anniversaire de la loi de 1905, c'est un talisman de la République, la laïcité, puisque M. Bayrou se questionne sur l'identité nationale du pays. L'identité nationale, c'est l'identité républicaine. Et la laïcité, c'est une loi de protection et de concorde. Aristide Briand, il y a 120 ans, il a trouvé ce point d'équilibre. Aujourd'hui, avec cette proposition, on le rompt en disant que donc on laisse les fédérations seules face au communautarisme. En disant que l'expression de son appartenance religieuse serait interdite dans l'espace public parce qu'un terrain de sport, c'est dans l'espace public. Et donc, moi, je refuse... Qu'est-ce qu'on fait face au communautarisme dans le sport ? Vous savez quoi ? Cette loi, à l'inverse, si elle était votée, ce qui ne sera pas le cas, elle renforcerait le communautarisme. Elle le renforcerait. Donc moi, je préférais que M. Bayrou ou que même la majorité sénatoriale se pose la question de comment on fait en sorte, par exemple, de sanctionner les atteintes à la laïcité pour ceux qui obligent quelqu'un à croire ou qui empêchent quelqu'un de croire. On a besoin de concorde sur le sujet et pas d'instrumentalisation et de stigmatisation. C'est le jeu de l'extrême droite d'un côté, et je ne suis pas dupe aussi, c'est le jeu des islamistes qui se délecteraient d'une législation qui donnerait l'impression de stigmatiser davantage les musulmans en France. Le Conseil d'État a confirmé hier la fermeture et donc la disparition de la chaîne de C8, plus concrètement l'exclusion de la chaîne C8 de la TNT, première chaîne de la TNT. Vous avez fait partie de la commission d'enquête sur la TNT. Alors qu'on regarde ou pas cette chaîne de télévision, qu'on l'aime ou pas, est-ce que vous estimez, monsieur le député, que la liberté d'expression a gagné avec une chaîne qui ferme des centaines de salariés sur le carreau ? J'ai évidemment des pensées pour les salariés concernés. Vous parlez de la liberté d'expression. Et il y a aussi le respect de la réglementation. Duralex, sed lex. Voilà, moi, ce que je regrette, c'est qu'après toutes les alertes qui aient pu être faites, en application à la fois des observations de l'ARCOM, confirmées par le Conseil d'État, c'est qu'il n'y ait pas eu un changement de pratique. Voilà, je le regrette. Nous sommes sur une chaîne et une radio qui respectent, qui ne sont pas vus remettre en question leur fréquence, parce que quand il y a des lois, et ici comme ailleurs, on est attaché au respect des lois, et qu'il y a des alertes qui sont faites, eh bien, il faut les respecter. C'est vrai pour tout et personne n'est au-dessus des lois. Intéressant. Duralex, Sedlex, la liberté d'expression, j'imagine que vous l'appliquez, que vous... elle doit évidemment ne pas être à géométrie variable, notamment sur certaines chaînes où il y a un bandeau qui s'affiche où l'on s'interroge pour savoir si le Hamas est une organisation toujours dangereuse. Eh bien, quelle conception faut-il avoir de la liberté d'expression ? J'imagine qu'il y aura une sanction de l'ARCOM. Il n'y a pas eu pour l'instant. Eh bien, ce que je veux dire, c'est intéressant ce retard de réaction. Mais à chaque fois qu'il y a des atteintes à l'impartialité de l'information ou sur tout autre sujet, ce qui est prévu dans les conventions, il faut qu'il y ait des sanctions. L'accumulation des sanctions aboutit au non-renouvellement de la fréquence. Merci Jérôme Guedj. Merci à vous. C'était votre grande interview. Je vous dis à bientôt. Au revoir.